Uniswap et PancakeSwap vont se faire dépasser. Il y a plein de nouveaux concurrents dans le Hunger Games des échanges décentralisés, dont certains sont basés sur des nouveaux modèles qui pourraient bien prendre l'ascendant lors du prochain bull run. Alors dans cette vidéo, on va regarder le modèle de PancakeSwap et d'Uniswap et on va le comparer aux nouveaux modèles de la concurrence. On verra également différentes stratégies pour profiter de cette différence et je te donnerai quelques noms de projets qui construisent là-dessus si jamais ça t'intéresse. Avant de commencer, la vidéo du jour est sponsorisée par Minterra. Minterra a pour objectif de construire un écosystème financier positif pour le climat et ce avec des produits d'investissement dans les crypto-monnaies vertes, c'est-à-dire qui ont un impact environnemental faible, voire même positif dans certains cas. Leur écosystème est construit autour d'un jeton, le Minterra, et c'est le jeton utilitaire du projet. Cette crypto-là sera disponible sur Ethereum et elle pourra être achetée via une ICO. Celle-ci a commencé il y a quelques jours et se terminera le 1er mai 2023. Chose assez intéressante, il n'y aura pas juste une ICO, mais juste derrière il y aura une IEO. C'est l'équivalent, sauf que c'est cadré directement sur un échange partenaire. Là où une simple ICO est plus simple à mettre en place, et bien une IEO c'est plus complexe. Déjà parce que ça demande des contacts au niveau d'un échange et surtout parce que ça garantit déjà un listing sur cet échange. Pour le coup, le nom de l'échange sur lequel ce listing aura lieu n'a pas encore fuité. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est que dès le lancement, il y aura un intérêt au jeton. Leur premier produit d'investissement est sur le farming d'une crypto qui s'appelle le Chia, avec pour ticker le XCH, et qui est une crypto dans le top 150 sur CoinGecko. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est ni en proof of stake, ni en proof of work, mais qu'elle utilise une technologie prof qui est le proof of space and time. Concrètement, pour miner cette crypto, il faut allouer de l'espace sur un disque dur pendant un certain temps. Plus cet espace alloué est important, plus la chance de miner le prochain bloc est importante. Minterra a déjà fait tourner une farm de mining pour du Chia depuis un an et va utiliser celle-ci pour générer des intérêts aux personnes qui vont venir stacker leur Minterra. Le nom de ce projet d'investissement là, c'est le GMY. Autre chose assez importante, et ça c'est du point de vue régulation, ils ont déjà pris en compte la régulation européenne qui s'appliquera bientôt aux cryptos MiCA. Ce qui est plutôt rassurant parce que clairement c'est le premier projet que je vois qui mentionne ça. Pour la prévente publique à laquelle on peut participer dès maintenant, il y a 5 200 000 tokens qui sont disponibles au prix de 15 centimes US, ce qui correspond à leur objectif de lever 780 000 $. Pour le listing, le token Minterra sera listé à 25 centimes par token. Alors évidemment, les 25 centimes par token, c'est le prix au lancement. Comme pour toute crypto que tu vas acheter, le prix peut monter, le prix peut descendre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite à faire tes recherches dessus, à bien te renseigner avant de poser un billet. Et j'en profite pour rappeler que ce n'est pas un conseil en investissement. Tu retrouveras tous les liens qui correspondent dans la description. Et nous, on retourne sur nos échanges décentralisés. Alors première chose, pour bien comprendre ce qui va se passer dans la vidéo, il faut déjà capter comment ça fonctionne un échange décentralisé. Petit récap super rapide, un échange décentralisé, ça permet de passer d'une crypto-monnaie à une autre en faisant une action qu'on appelle un swap, ou autrement en français on dirait peut-être plutôt une conversion. Ici par exemple ça me permettrait de passer mes Matic en USDC, et là il va me dire si tu me donnes 10 Matic, bah moi je peux te renvoyer 12,029 USDC. C'est calculé automatiquement et si tu as le moindre doute, tu peux aller tout simplement sur CoinGecko, 10 Matic ça fait 12 USD, et là on a 12,05. Il y a plusieurs échanges de ce type qui existent, notamment Uniswap qui est très connu, et également PancakeSwap. Alors l'interface des deux est pas exactement la même, mais les fonctionnalités sont très similaires. On peut passer d'un token à un autre, il suffit de rentrer une certaine quantité et il va te dire ça va te donner telle quantité d'un autre token. Et autre point très rapide, pour que les utilisateurs puissent décider de passer du BNB au cake, que quelqu'un distribue de la liquidité qui permet de faire passer cet échange là. Ça c'est quelque chose qui va se faire dans la partie liquidité juste ici, et ça permet à n'importe qui de venir rajouter de la liquidité en fonction de deux tokens. Ici par exemple du BNB cake. Alors quel est l'intérêt de faire ça et pourquoi quelqu'un viendrait déposer de la liquidité? Tout simplement pour venir générer des intérêts, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va utiliser la paire de liquidités pour swapper, eh bien il y a un pourcentage de frais qui est redéposé et qui est redistribué aux personnes qui vont provider de la liquidité. Et en plus de ça, pour les personnes qui déposent de la liquidité, c'est également possible de venir stacker les LP, du coup les jetons qui prouvent que tu as déposé de la liquidité, dans ce qu'on appelle des farms. Ici par exemple on est sur une farm en cake BNB, et ici les personnes qui viennent déposer leur LP, eh bien ils vont générer entre 15 et 30% par an. Alors c'est variable, ça va dépendre de plusieurs choses, notamment le volume, le nombre de personnes qui stackent sur cette pool et plein d'autres choses comme par exemple le prix du cake, parce que les intérêts sont redistribués sous la forme de cake, du coup le token. Et au niveau des projets comme PancakeSwap, c'est PancakeSwap qui définit et qui dit dans cette pool de liquidité là, eh bien il y aura un certain nombre de cakes qui seront alloués et qui ont pour objectif de donner un intérêt aux personnes de venir déposer de la liquidité dessus. Et cette quantité là, elle se calcule avec le multiplicateur. Voilà résumé en 3-4 minutes comment ça fonctionne un échange décentralisé classique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 5 autres échanges décentralisés, mais ceux-ci sont basés non pas sur Uniswap mais sur Solidly. Le premier c'est Velodrome et comme tu peux le voir déjà sur l'interface swap, eh ben il n'y a pas grand chose qui change. On a comme d'habitude notre onglet qui nous permet de swapper, donc on est dans swap, et ici on peut définir une quantité d'USDC pour acheter n'importe quel autre token, et ce dans n'importe quel sens. Autre chose et qui est plutôt sympathique ici, c'est qu'on peut savoir comment sont réalisés les échanges. Notre USDC va être transformé en Optimisme avant de passer en Ethereum pour ensuite être retransformé en Velo. Alors j'ai pas la raison exacte pour
laquelle on fait pas un transfert direct, j'imagine que c'est une question de liquidité et que c'est plus intéressant dans cet ordre-là. On peut également regarder Equalizer, qui est un fork de Vélodrome, qui fonctionne de la même façon et qui a une interface qui est quand même plutôt similaire. Sinon ici on a Solidly V2 qui a également une interface qui ne change pas beaucoup et qui est d'ailleurs la suite directe du projet qui a lancé tout ça. En autre exemple, on peut avoir Hermès qui lui a vraiment une interface extrêmement classique qui est utilisée et réutilisée, ou encore Tena qui va fonctionner exactement sur le même modèle au niveau des swaps. Alors il y en a probablement d'autres, des échanges qui sont basés sur Vélodrome ou Solidly, mais dans cette vidéo on va focus sur ces 5 là. La première particularité, on va la trouver dans l'onglet pool. Alors déjà l'interface fait pas très sympathique, si tu vois ce que je veux dire, et c'est un des plus gros défauts de ce modèle là, c'est que l'interface est pas du tout intuitive et qu'en plus de ça elle est extrêmement lourde. La première fonctionnalité qui va changer des échanges classiques, c'est que quand tu crées ta pool de liquidité, il y a une fonction qui s'appelle volatile et une autre qui s'appelle stable. Alors les pools volatiles, elles vont utiliser une formule mathématique spécialisée pour deux assets qui vont pas trader au même prix tout le temps. Disons que j'ai du vélo USDC, je vais taper vélo/USDC et là il va venir m'afficher les différentes pools de liquidité. Et comme tu peux le voir juste ici, la version stable a très peu d'APR par rapport à la version volatile, c'est donc la version volatile qui va nous intéresser. Tu peux également le remarquer à la différence d'argent qui est parqué dans chacune des pools. Donc si tu veux participer à une pool vélo USDC, bah tu vas participer à la pool volatile et pas à la pool stable. Alors pourquoi on a ce modèle avec deux pools différentes? Eh bien tout simplement parce que ça permet d'avoir des frais qui sont plus intéressants sur des paires de stablecoins. Par exemple de l'USDC et de l'USDT, on a des frais qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on pourrait avoir sur des frais avec des pools volatiles. Ce qui permet également à ce modèle-là de se positionner un petit peu comme un concurrent à Curve. Je rappelle Curve qui est spécialisé dans les échanges pour stablecoin. Alors en fonction des blockchains, de la liquidité et de plein d'autres facteurs, ça peut parfois être plus intéressant d'utiliser un fork de Solidly que Curve. Sur un modèle Uniswap classique, les frais qui sont générés sur chaque échange, bien ces frais-là ils sont redistribués aux personnes qui vont venir stacker et qui vont venir stacker de la liquidité. La grosse différence sur Vélodrome et les Solidly-like, c'est que les frais ne vont pas être redistribués aux personnes qui vont stacker des LP, mais plutôt aux personnes qui vont venir stacker le jeton du projet. Du coup ici du vélo. Ça on peut le voir dans la partie vote, juste ici, et on peut voir que les personnes qui possèdent du vested vélo, du coup du vélo qui a été bloqué pendant une certaine période, eh bien elles peuvent générer des intérêts en votant pour les pools de liquidité. Et ces intérêts-là, ils viennent des bribes et des frais. Les frais, c'est ce qui va venir du volume qui est généré sur la plateforme. Quand des gens vont échanger à travers une certaine pool, eh bien il y a des frais qui vont s'appliquer et ces frais-là sont redistribués aux personnes qui vont venir voter pour cette pool. Et il y a également un modèle de bribes ou de pot de vin en français qui permet directement à un utilisateur de venir avantager une certaine pool de liquidité et donc faire en sorte qu'elle va recevoir plus de votes. C'est pas plus compliqué que ça, on te donne directement l'APR que tu vas avoir en votant pour chacune des pools et toi évidemment dans ton intérêt c'est de voter pour celle qui va te ramener le plus. Mais alors quel est l'intérêt pour les projets de choper beaucoup de votes? Ça sert à quoi? Eh bien ça permet de rediriger les émissions du projet, du coup les vélos qui sont émis à chaque époque et c'est ceux qu'on va venir retrouver qui sont payés directement quand quelqu'un va venir stacker dans l'onglet pool. Ici par exemple si je dépose dans la pool USDC $, eh ben je vais venir générer 16,82% d'intérêt mais uniquement sous la forme de vélos. Admettons que le temps passe et que je génère ces vélos, eh bien là je peux décider de les vester. Donc ça c'est un autre onglet dont on n'a pas encore parlé pour le moment, le vest. C'est comme ça qu'on obtient un pouvoir de vote. Pour pouvoir l'utiliser, du coup, il faudra des vélos. Par exemple, admettons que j'ai 100 vélos sur mon compte, il va falloir les bloquer pendant une certaine durée. En bloquant les vélos, juste ici, tu peux voir la quantité de vestis de vélos que je vais recevoir. Si je les bloque pendant une semaine, je vais recevoir 0,48 vestis de vélos. Ça fait pas grand chose, et plus le lock est long, jusqu'à 4 ans, et quand même considérable, on va pas se mentir, et ben là, tu peux générer jusqu'à 100 VE vélos. Alors quand je dis générer, c'est plutôt recevoir l'équivalent d'eux. Et avec ça, du coup, tu vas obtenir 100 VE vélos qui pourront être utilisés pour voter. Voilà, c'est ça la boucle principale, le fonctionnement des Solidly-like. La plus grosse différence avec un PancakeSwap par exemple, c'est le fait que les gens ont un intérêt à venir locker leurs jetons, car ils peuvent directement jouer sur les émissions, et ça donne également un intérêt à plein de projets de venir acheter ce jeton-là pour pouvoir rediriger de la liquidité vers leur propre projet. Et je vais te montrer une démonstration en temps réel, comme tu peux le voir ici, je suis sur Tena, et j'ai un lock. Donc ici, tu peux le voir, j'ai 521 Tena qui sont bloqués, et la valeur de mon lock est de 470 Tena. Simplement parce qu'il y a déjà du temps qui est passé et que la valeur est dégressive. Et ici, comme tu peux le voir, j'ai pas encore utilisé mon vote pour cette époque-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet Reward pour récupérer ce qui m'est dû. Ici, je vais pouvoir récupérer du Wrap BNB et du Hunker, tout simplement parce que j'ai voté pour cette pool. Et juste en dessous, j'ai le droit à une redistribution de jetons Tena, parce que Tena fonctionne avec un système de rebase. Ce qui me permet d'augmenter ma position, même s'il y a une légère dilution dessus. Je vais donc venir récupérer mes frais, tac, clem. Et juste en dessous, je récupère également mes Tena. Tac, clem. Maintenant, comme tu peux le voir, ma position a augmenté, j'en ai un petit peu plus, tout simplement parce que ce sont des Tena qui sont rattachés à mon lock. C'est ce qu'on appelle le rebase.
Par contre, le rebase, c'est pas disponible sur tous les Solidly Like. Impeccable, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir voter. Soit je vais voter pour une pool qui m'intéresse tout simplement parce que le token, j'ai envie d'en acquérir de cette façon-là. Ou alors je peux cliquer sur APR et je vais directement venir afficher les pools qui ont l'APR le plus important. Et ici, c'est ce qu'on va faire, je vais voter pour Libera THE. Aucune idée de ce que c'est le Libera, mais on regardera pour le vendre plus tard. Je vais donc utiliser mon vote, je mets un vote à 100% là-dessus et je clique sur casse vote. Je valide ma transaction et comme tu peux le voir, mon vote a été utilisé et à la fin de la prochaine période, je recevrai mes rewards directement dans cet onglet-là. Je l'ai pas précisé, mais ça fonctionne par époque et une époque est égale à une semaine. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu es invité à voter. Maintenant, si tu veux te rendre compte de l'ampleur des forks Solidly, il suffit d'aller sur DeFi Lama et de regarder les forks qui sont les plus utilisés et sur lesquels il y a le plus de TVL. Solidly arrive en 3e et pourtant ça fait vraiment très peu de temps qu'on a cette tendance avec les forks Solidly qui commencent à se développer. Et là, tu te retrouves face à une liste de projets qui sont tous construits sur Solidly. Si on regarde un petit peu, le plus gros à l'heure actuelle, c'est Vélodrome avec une TVL de 250 millions et il a une market cap de 30 millions. D'ailleurs, c'est également un des plus anciens parce qu'il a été lancé en juin dernier. Et comme tu peux le voir au niveau de la croissance sur la TVL, il a été énormément boosté jusqu'à l'heure actuelle à être environ 250 millions. Il faut également prendre en compte que Vélodrome est un cas un petit peu particulier parce qu'il a largement été boosté par Optimism et Segrant. En deuxième, on va retrouver Tena et celui-là, j'en ai déjà parlé dans un épisode de 100 à 1000. Il est beaucoup plus récent et il a lancé en janvier 2023. À l'heure actuelle, on est sur environ 150 millions de TVL et il est sur la Binance Smart Chain. Si on descend un petit peu, on a Solidly V2 qui est le descendant de Solidly V1 et celui-ci, il est sur Ethereum. On en a également un qui est super récent, c'est Equilibre, qui a lancé sur Kava, une blockchain que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines, mais qui a pris beaucoup de valeur. Et comme tu peux voir, le lancement, en tout cas la première date qui apparaît sur le graphe, c'est le 24 février et concrètement, il a vraiment commencé vers cette période-là. Et le dernier dans le top 5 dont on a également parlé, c'est Equalizer sur la blockchain Phantom. Là où sur d'autres forks de Solidly, là où les utilisateurs vont venir locker leur token, ils vont augmenter leur position passivement grâce au rebase, et ben c'est pas le cas sur Equalizer qui lui n'a pas de rebase. Si tu descends un petit peu plus bas, tu peux voir qu'il y en a d'autres. Il y a par exemple Solid Lizard qui a lancé assez récemment sur Arbitrum ou encore Hermès qui est sur Métis. Et après, plus tu descends vers le fond de la liste, plus tu risques de tomber sur des choses plutôt étonnantes, disons. En tout cas, des trucs qui sont très peu utilisés et qui ont une TVL beaucoup plus faible que les précédents. De mon côté, c'est déjà une narrative sur laquelle je joue. J'ai des positions sur plusieurs de ces échanges, notamment Hermès, Equalizer et encore Tena. Même si on reste sur un modèle qui est encore jeune, de mon côté, je pense que c'est un modèle qui est vraiment ultra compétitif et surtout qui est très agressif. Dans le sens là où il travaille en symbiose avec les différents projets sur la blockchain, ils peuvent également décider de briber pour pouvoir se lancer ou alors avoir de la liquidité plus facilement. À l'inverse de quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, disons sur PancakeSwap, qui veut lancer sa paire dessus, t'es quasiment sûr que sa paire ne recevra jamais d'incentives, à moins qu'il ait des liens ou alors qu'il arrive à négocier des deals avec PancakeSwap directement. Peut-être que tu t'intéresses également à la charte de ces différents projets. Pour quasiment tous les projets qui ont lancé pendant le bear, c'était très caractéristique une grosse chute vers le tout début, ici qui est quand même assez violente parce qu'on est presque sur un divisé par 10, entre 0,5 et 0,07, 0,06 même, avant d'avoir une grosse remontée, un gros plat et de nouveau de remonter là ces derniers mois. Si on regarde sur RMS, il me semble que c'était quasiment la même chose. Alors malheureusement la courbe va pas assez loin pour pouvoir le voir, mais ça on peut l'arranger assez facilement. Voilà, donc ça c'est la courbe d'Hermès si on prend au début. Alors évidemment le premier jour ça n'a pas vraiment grand intérêt de regarder, on serait plutôt sur une courbe qui ressemblerait à ça. Et comme tu peux voir, du coup on a exactement le même symptôme, on a une courbe qui est vers les 5-6 centimes avant de venir se cracher très bas pour rebondir par la suite. Hermès sur la blockchain Métis a par contre beaucoup plus de difficultés, sachant que Métis n'est pas forcément très connu et qu'à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de projets avec lesquels collaborer dessus. D'ailleurs chez Hermès ils sont en train de travailler sur une solution pour avoir leur DEX directement disponible sur toutes les blockchains et du coup avoir un token omnichain. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'en détiens. Et si on regarde sur Tena, celui-là a une courbe quand même plutôt sympathique et il est monté très vite, très fort suite à son lancement. Alors, maintenant que j'ai dit que c'était trop bien, il faudrait peut-être regarder quand même quels sont les désavantages, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Pour moi le plus gros problème déjà c'est d'un point de vue interface, on a des interfaces qui sont très lourdes. En fonction des sites ça peut même être complexe de les charger, tellement ils sont lourds en information parce que chaque pool a pas mal de paramètres différents. Par exemple ici on est sur Tena et ils ont réussi à bien séparer et bien afficher, mais c'est pareil, ça reste énormément de champs et c'est pas forcément toujours très facile de s'y retrouver. Alors évidemment si tu as l'habitude et que tu utilises ça tous les jours, ça te posera probablement pas de soucis, mais par contre pour quelqu'un qui débarque et qui passe d'un Uniswap ou alors d'un PancakeSwap avec des interfaces ultra simples à quelque chose comme ça, et ben effectivement ça peut faire peur. Heureusement pour l'interface classique, du coup le swap, là il y a absolument aucun souci, on est sur une interface classique qui fonctionne très bien et il n'y a pas forcément de problématique à ce niveau-là. Un autre désavantage de ce modèle, c'est sa complexité. Quand tu commences et que tu vois tous ces onglets avec le vote, le reward, le gauche, le TENFT, le referral, ça peut faire beaucoup à process pour une personne qui débarque. Alors je sais évidemment, quelqu'un qui débarque, qui va faire son swap, il va pas forcément proposer de la liquidité,
mais ça peut être compliqué pour quelqu'un qui comprend pas vraiment et qui voudrait participer. Et pour te donner un exemple concret, voilà exactement ce qu'il faut faire pour rajouter de la liquidité sur Tena. Alors je prends Tena parce que je l'ai ouvert, mais en réalité c'est la même chose sur tous les échanges qui sont basés sur Solidly. Dans un premier temps, il faut choisir sa pool de liquidité. Ok, donc on va venir ajouter du BNB Tena et on est sur la pool dite volatile. Impeccable, donc ce qu'on doit faire dans un premier temps, c'est cliquer sur Add/Remove Liquidity. Et non, faut pas aller sur Manage. Donc on clique sur Add Remove Liquidity. Maintenant, on doit sélectionner si on est bien dans le cas d'une volatile ou d'une stable. Ok. Tout va bien. Une fois qu'on a sélectionné ce qu'on voulait mettre dans la paire, on peut cliquer sur Add Liquidity and Stake. Et là, voilà, exactement, il y a 5 opérations différentes qui vont s'afficher. Et oui, les formes de Solidly sont complexes. Il y a beaucoup de choses à approuver, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand tu débutes, eh ben, ça peut forcément rebuter des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et oui, c'est normal, pour venir déposer dans une pool de liquidité avec un Solidly-like, il y a entre 4 et 5 approuves à donner pour chaque pool de liquidité. Et oui, ça correspond exactement au nombre de transactions et du coup de frais que tu vas devoir payer. Alors quand on est sur une blockchain comme Phantom par exemple, là où les frais sont de 1 centime par transaction, tu t'en fiches, c'est pas grave. Mais par contre quand tu es sur un Ethereum là où tu vas payer 10 balles ta transaction, crois-moi que ça peut rebuter pas mal de monde. Et je pense que t'as même pas besoin d'être sur Ethereum pour te rendre compte du problème et avoir des frais qui s'additionnent très rapidement. Même sur la Binance Smart Chain, là où tu vas avoir des transactions qui sont à quasiment 50 cents par transaction, et ben ça s'additionne très très vite. Et pareil que ce soit sur Arbitrum ou sur Optimism. Donc effectivement, déposer de la liquidité sur ces projets-là, c'est pas forcément la chose la plus facile au monde. Mais je répète, si tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, tu arrives à le faire et c'est compréhensible. C'est juste que quand quelqu'un débarque, eh ben c'est très difficile de se mettre dans le bain et de comprendre comment tout fonctionne. Autre chose, d'un point de vue complexité, on a le modèle de lock qui permet de voter, qui est assez complexe à comprendre, surtout au début. Heureusement, c'est possible de prendre une petite position pour quasiment rien, pour regarder, tester et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et par contre, ce que je trouve plutôt dommage, c'est la durée du lock. Je te dis pas ce qui peut se passer. Dans 4 ans, j'ai aucune idée de là où on en sera. Absolument aucune. Et le danger, c'est que peut-être tu voudras vendre tes tokens lors du prochain bull market, mais tu pourras pas parce que tu as pris un lock de 4 ans. Sur d'autres forks, comme par exemple Tena, ils ont réduit la durée pour un 2 ans. De mon côté, je pense que c'est toujours beaucoup trop. Et je pense que c'est Equalizer qui a le meilleur modèle là-dessus, parce que sur Equalizer, la durée maximum du lock, c'est 26 semaines, soit 6 mois. Et je pense que c'est vraiment le sweet spot entre quelque chose qui est trop court et quelque chose qui est beaucoup trop long. Mais maintenant, ça m'irait, mais par contre, 4 ans, c'est complètement délirant. T'as déjà aucune idée de ce qui va se passer dans 1, 2, 3 mois. Alors dans 4 ans, je t'en parle même pas. Et le dernier point qui fait vraiment gros débat, c'est au niveau des incentives, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une inflation qui est quand même plutôt importante sur le token et il faut l'absorber. Alors de ce qu'on a pu voir sur ces différents forks, ça semble pas poser plus de problèmes que ça, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Et j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Du coup, si t'as envie de tester ce genre de projet, je pourrais te recommander Equalizer. Sachant qu'on est sur la blockchain Phantom, il y a quasiment pas de frais pour l'utiliser et ça peut être pas mal pour pouvoir faire des tests et pour regarder exactement comment ça fonctionne. Autre truc plutôt sympathique, c'est au niveau du lock qui est seulement de 6 mois. Donc si t'as envie de tester pour faire des votes ou autre, et ben ça peut être également sympathique. Et aussi petit tip, si tu veux vraiment pouvoir voir sans rien investir, ben t'as tout simplement besoin de mettre une petite balance 0,01 equal. Ça va te coûter quoi? Ça va te coûter 5 cents et tu auras accès à la partie vote et tu pourras voter directement comme tu le souhaites. Alors évidemment, si tu fais ça, t'attends pas à générer beaucoup d'intérêt sur tes positions. C'est vraiment juste pour tester et pour regarder et comprendre comment ça fonctionne. Sur ce, je te remercie de ton attention pour cette vidéo et je remercie également le sponsor de la vidéo Minterra. Si t'as l'occasion, n'hésite pas à aller regarder sur leur site, ils font des choses plutôt sympathiques. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.